Ce qui a du sens, c'est ce qui nous permet de tracer un lien entre d'où on vient et où on va. Une deuxième dimension très importante, c'est la cohérence interne entre nos valeurs et nos actes. Et puis il y a une autre dimension très importante, c'est les questions existentielles. Comment vous vous représentez le monde dans lequel vous vivez ? Est-ce que vous êtes là par hasard ? Ou est-ce que le monde a été créé par une intention ? Ou est-ce qu'il y a des lois dans le cosmos qui permettent de se repérer ? Ou simplement est-ce que c'est le chaos ? Le sens, c'est l'opposé du chaos. AVS avec Philippe Robichon. Ce qui est bien avec AVS, c'est que ça marche avec beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on va dire à votre sens. Mon invité s'appelle Sébastien Boller. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes docteur en neurosciences et rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. Vous êtes auteur du best-seller Le Bug Humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre nouveau best-seller qui s'appelle Où est le sens ? Les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation chez Robert Laffont. J'ai appris dans votre livre qu'il existe une branche des neurosciences qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences existentielles. Quel est le but de cette discipline ? Oui, c'est une science assez récente, c'est une branche des neurosciences qui s'intéresse au fonctionnement de notre cerveau face aux grandes questions existentielles. C'est-à-dire que quand vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau ? Ça, c'est les neurosciences existentielles qui se demandent. Si vous vous dites quel est le sens de ma vie, quelles sont mes valeurs personnelles les plus profondes, là encore, on considère que c'est des questions liées à l'existence, au sens de l'existence. Et il y a des scientifiques qui regardent ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes plongé dans ces questionnements-là. C'est ça les neurosciences existentielles. Et qui font des études sur ces paramètres-là. Ouais. Vous racontez qu'à l'obtention de votre thèse de doctorat, vous vous êtes demandé ce que vous vouliez faire de votre vie. C'était un petit peu stop ou encore, comme on dit. Ah oui, après 6 ans passés dans les laboratoires de recherche sur des domaines très très pointus, très techniques, c'était un moment crucial. C'est un moment où on se demande est-ce qu'on veut continuer à être comme ça dans quelque chose d'un peu presque monastique, la recherche, ou élargir le champ des possibles. Et puis moi, je me suis dit, tiens, je vais élargir le champ des possibles. Donc, ce qui m'a amené à chercher dans d'autres directions à ce moment-là. Ouais, vous vous posez la question de savoir à quoi un doctorat de neurosciences mène. Et puis, vous nous racontez dans votre livre l'anecdote de votre premier job. Et là, vous êtes confronté pour la première fois de votre vie à une absence totale de sens dans une boutique d'électronique du boulevard Haussmann. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette boutique ? J'avais été recruté par un cabinet de capital risque, donc de finance internationale, parce que je m'étais dit, je vais essayer d'utiliser ma science pour développer des projets intéressants dans les biotechnologies. Donc, il y avait une branche qui était intéressante, c'est l'investissement, la finance, pour essayer d'amener des sociétés, des startups à être cotées en bourse et pour rapporter ensuite des retours sur investissement. Donc, au départ, j'y allais quand même avec l'idée qu'il y avait un sens. Et puis, je me suis retrouvé dans ce grand cabinet international. Je suis allé passer des entretiens à Londres, puis à Paris. Je suis embauché. Et là, mon supérieur me dit, il faut que tu ailles à la boutique. En bas, la boutique d'électronique et de téléphonie. Il y avait déjà eu une alerte avant, puisqu'on vous avait dit, tu vas en bas dans la rue, tu verras, tu vas pouvoir t'acheter la voiture qui est chez le concessionnaire. Oui, en fait, il ne m'avait même pas dit la voiture, il m'avait dit, il y a une surprise pour toi que tu pourras t'offrir très vite si tu travailles pour nous. C'était à Londres, c'était dans les bureaux de Londres. Et donc, à la pause de midi, entre 2 entretiens, j'y vais, et là, je tombe sur une énorme vitrine avec une Rolls-Royce sur un plateau tournant, comme ça, 300 000 €. Et donc, je me suis dit, ah ouais. Donc, ils sont en train de me dire il faut que je travaille bien pour avoir une Rolls. Donc, déjà, c'était un glissement du sens, on va dire. Et puis, de retour à Paris, j'apprends mon embauche. Et là, mon responsable hiérarchique me dit il faut que tu t'équipes en informatique, en téléphonie. C'était les débuts de la téléphonie mobile. Il y avait une boutique boulevard Haussmann juste en dessous. Donc, je lui dis qu'est-ce que je prends ? Et alors, il me dit pas il faut que tu aies un outil pour rester connecté 24 heures sur 24, ou il te faut un agenda électronique, ou il te faut ceci. Non, il me dit tu prends ce qu'il y a de plus cher. Rien de plus. Je descends dans la boutique. Ça turbinait dans ma tête. Je me dis, c'est quoi ? Pourquoi ? Quel est le sens ? Juste prendre ce qu'il y a de plus cher, mais quelle est la fonction ? Pourquoi faire ? Voilà. Ouais. Et j'arrive dans la boutique et là, je me retrouve confronté à tous ces appareils avec pour seul critère l'argent pur. Et j'ai senti là une crise de panique. Je me suis mis à paniquer. J'étais là au milieu des appareils. J'arrivais plus à respirer. J'avais le cœur qui battait. J'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais j'ai compris qu'il fallait que je sorte de là. Je suis sorti en courant. Et le soir, je donnais ma démission. Parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, ce monde marchait sur la tête. C'est-à-dire que dans les repas d'entreprise dans ce cabinet, ils m'expliquaient que leur seul problème, c'était
de trouver du temps pour dépenser leur argent, tellement ils en avaient. Donc, quelle était la finalité? Et la crise de panique que j'avais eue était un signal d'alarme qui me montrait que quand on fait des choses dont on ne perçoit pas la finalité et la cohérence, on risque gros, y compris au niveau de la santé. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se disent il a des problèmes de riche, lui. Hein. Franchement, pas vraiment, parce que j'étais pas dans l'aisance. C'était quoi? Vous étiez pas aligné finalement avec ça? Ouais, mais j'avais peu de moyens. Je sortais d'un doctorat, j'avais pas de poste en vue, et non, c'était pas une question de facilité. C'était juste que je me sentais tellement mal à pas comprendre ce que j'allais faire là. C'était ça. Et je pense que ça peut arriver indépendamment de l'argent qu'on gagne, sauf quand tu es évidemment dans l'extrême nécessité. À ce moment-là, on fait pas la fine bouche. Ça, je te fais capable de le comprendre. Et vous expliquez dans votre livre que depuis ce jour-là, la question du sens ne vous a plus quitté et que vous avez fait ce que vous savez faire très bien. Vous avez plongé dans les méandres du cerveau humain et ce qui fait son apport si particulier au sens des choses. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le sens chez l'homme ? Le sens, c'est un terme qui a une multitude de définitions. Il est très très difficile à définir, mais on va dire que dans les sciences cognitives, il a plusieurs caractéristiques. Ce qui a du sens, c'est ce qui nous permet de tracer un lien entre d'où on vient et où on va, premièrement. Donc c'est arriver à se projeter dans le temps. Une deuxième dimension très importante, c'est la cohérence interne entre nos valeurs et nos actes. Si vos valeurs sont en harmonie avec vos actes, vous trouvez qu'il y a un sens à ce que vous faites. Et puis il y a une autre dimension très importante, c'est les questions existentielles. Comment vous vous représentez le monde dans lequel vous vivez? Est-ce que vous êtes là par hasard? Ou est-ce que le monde a été créé par une intention? Ou est-ce qu'il y a des lois dans le cosmos qui permettent de se repérer? Ou simplement, est-ce que c'est le chaos? Le sens, c'est l'opposé du chaos. Alors, il y a plusieurs mots qu'on va expliquer ce matin. Le premier, et peut-être celui dont on va parler le plus, c'est le cortex singulaire. Et quel est son rôle et pourquoi est-ce qu'il existe ce cortex singulaire ? Alors, le cortex singulaire, on le voit qui entre en action quand on fait justement des expériences de neurosciences existentielles. C'est-à-dire que si on vous met, vous Philippe Robichon, dans un scanner d'IRM pour étudier votre cerveau, et qu'on vous fait lire un texte qui dit que le monde n'a pas de sens, que l'existence humaine est totalement aléatoire, que vous êtes juste un brin d'ADN qui est apparu par hasard et qui finira dans le grand vide intersidéral, à ce moment-là, ce cortex singulaire se met à chauffer à fond et à libérer des hormones du stress, du cortisol, de la noradrénaline, qui font que vous sentez ce sentiment d'oppression, d'incompréhension, de panique presque, un petit peu comme ce que j'avais vécu dans la boutique. C'est un détecteur de toutes les situations où on ne trouve pas de sens dans notre existence. Et à l'inverse, si on vous fait lire un texte qui dit « L'univers est ordonné, il obéit à une structure, et vous-même, vous pouvez trouver une logique dans ce que vous faites, votre existence a des raisons d'être, ce n'est pas l'absurde total », à ce moment-là, le cortex singulaire se calme et vous fait ressentir un sentiment d'apaisement. Donc c'est un détecteur de sens. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va libérer comme hormone ? Là, justement, il va bloquer la libération des hormones du stress et favoriser ensuite des libérations d'hormones plus de bien-être, comme la sérotonine, voire du plaisir, comme la dopamine. Mais surtout, il va vous permettre d'envisager l'existence sur le long terme de façon apaisée. À quel moment notre cerveau se transforme-t-il justement pour faire se passer la question du sens dans le cortex singulaire ? Ça vient d'où ça ? Quels sont les premiers hommes à avoir réagi comme ça ? En fait, le cortex singulaire existe déjà avant l'apparition de l'homme sur Terre. C'est-à-dire que si vous prenez l'évolution des primates, l'être humain, il y a les premiers australopithèques qui sont apparus, on va dire, il y a 4-5 millions d'années. Puis après, il y a eu Homo erectus il y a 2 millions d'années. Mais si vous remontez encore avant même l'humanité, vous avez des primates comme les macaques qu'on peut encore étudier en laboratoire. Et eux, ils ont déjà un cortex singulaire. Et donc, très très tôt, en fait, dans l'histoire des primates, il y a cette partie du cerveau qui a une fonction importante. Et sa première fonction, c'est d'observer ce qui est autour de nous et d'essayer de faire des anticipations sur l'avenir. Qu'est-ce qui peut se passer ? Quand vous êtes avec des collègues dans une pièce, vous observez la disposition des sièges et automatiquement votre cortex singulaire fait des prédictions. On se dit, oui, là, lui, il peut se lever et aller vers la porte, ou si on ouvre cette fenêtre, on peut avoir de l'air. Il fait toutes sortes de projections dans l'avenir pour essayer en fait de trouver des solutions potentielles à des dangers. C'est notre grande force, c'est d'anticiper l'avenir. Donc il fait ça. Donc une fonction de prédiction. Prédiction, ouais. Et donc, ce qui est très important, c'est que si nos prédictions sont contredites par les faits, à ce moment-là, lui, il tire le signal d'alarme. Donc, il nous dit, attention, là, ton modèle d'interprétation du monde ne fonctionne pas, il faut vite en changer. Donc ça, c'est la première fonction. Et puis, la deuxième fonction, c'est de prédire, non pas
uniquement le fonctionnement des objets ou de la nature, de l'environnement naturel, comme peut le faire un petit singe, mais de prédire le comportement de nos semblables. Parce que l'être humain, en fait, a arrivé à tirer son épingle du jeu dans un milieu hostile, à la préhistoire, grâce à la coopération. Nous, on n'a pas survécu grâce à des canines des tigres aux dents de sable ou à des vitesses C'est la de vie pointe. en communauté qui est... Voilà, c'est la collaboration, le groupe fait la force. Et donc, pour qu'un groupe fonctionne, il faut que chaque individu puisse avoir confiance dans les autres et savoir comment il se comporte face au danger, ou dans la coopération pour aller chercher à manger, ou dans les liens dans le clan. On apprend à se connaître en apprenant à s'anticiper. Et donc le cortex singulaire qui, au départ, chez les petits singes, était juste destiné à prédire si, à tel endroit, il y allait avoir un arbre avec des fruits, par exemple, a commencé à prédire le comportement des gens dans le groupe. Et c'est ça qui a fait notre force. Et ça a très bien fonctionné pendant, on va dire, 2 millions d'années. Tant que l'humain vivait donc dans les temps préhistoriques en groupe de quelques dizaines d'individus. Les clans, c'était maximum une centaine de personnes. Chacun se connaît, donc chacun apprend à prédire comment l'autre va se comporter face au danger. Mais il y a quelque chose qui change après. Au néolithique, donc c'est la sédentarisation, c'est l'invention de l'agriculture, de l'élevage et la création des premières grandes cités qui, pour la première fois, regroupent des dizaines de milliers d'individus ou des centaines de milliers d'individus. Et là, l'être humain se retrouve pour la première fois confronté à quelque chose de totalement nouveau, c'est l'anonymat. C'est-à-dire que vous allez rencontrer dans votre vie de tous les jours des gens que vous ne connaissez pas. Comment vous allez faire des prédictions sur leur comportement ? Et bien, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître des rituels collectifs. C'est-à-dire des gens qui se rassemblent par centaines ou par milliers pour faire les mêmes gestes au même moment, dire les mêmes paroles au même moment et se regrouper autour de mêmes valeurs sacrées. Et ça, c'est très apaisant pour notre cortex singulaire. On le voit aujourd'hui, on fait des expériences quand on fait faire des rituels à des gens, leur cortex singulaire se calme parce que de nouveau, il peut prédire comment les autres vont se comporter parce qu'ils font les mêmes gestes au même moment, ils appartiennent à une même communauté et ils reconnaissent les mêmes principes d'action fondamentaux, notamment dans les religions. C'est une forme de thermostat, en fait, finalement, ce cortex singulaire. Ouais, c'est un petit thermostat qui nous dit attention, là, soit tu es intégré dans un groupe dont tu respectes les règles et donc tu trouves un sens à ton action, tu peux prévoir ce qui va se passer si tu fais les bons gestes au bon moment, soit, attention, tu dévies du groupe parce que tu ne respectes pas le code de vie en commun, et là, il y a danger. Un événement qui va vous faire prendre conscience de la fin d'un monde, c'est l'incendie de Notre-Dame. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, ce jour-là ? Je comprends que tous mes concitoyens qui sont là devant cet édifice en feu, et même tous les citoyens du monde qui voient ça à la télé, parce que ça a eu un retentissement énorme, tous ces gens qui vivent en fait dans une société totalement matérialiste sont complètement sidérés et désemparés quand ils voient ce symbole s'effondrer. Et là, pour moi, il y a une révélation importante, c'est que même si on a, comme civilisation, réussi à accéder à des facilités, des commodités, du confort matériel, avec des appareils, avec des voitures, avec du fast-food, tout ce qu'on veut, quand on nous enlève notre part de symbolisme et surtout des choses qui traversent le temps. Et ça, c'est une question que vous vous posez, c'est voilà. Qui aujourd'hui construit des choses avec cette question, combien de temps ça va durer, est-ce qu'elles vont durer dans les siècles ? Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit des choses pour que ça remplisse sa fonction. Dans les 10 ans, on construit des immeubles qui sortent de terre en 6 mois, et puis si dans 20 ans, ça vieillit mal, on les rase. Mais autrefois, je pensais, moi, quand je voyais Notre-Dame en feu, cet édifice, il a duré 8 siècles. Il a été construit par des gens qui n'avaient pas du tout le confort et la protection sociale, la santé, l'accès aux soins qu'on a, nous, mais qui souvent crevaient la faim d'ailleurs, et qui donnaient toute leur force pour construire un monument dont ils ne verraient même pas l'achèvement. Donc ils construisaient pour l'éternité. Qu'est-ce que ça produit dans notre cerveau ? C'est ce qui nous manque à nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit naître une construction, un immeuble, n'importe quoi, notre cortex singulaire ne peut pas se dire « ce sera encore là ». Ce sera une trace de nous, aujourd'hui, comme civilisation. Il n'y aura pas de trace, ça ne restera pas. Donc, on se heurte à chaque fois à l'éphémère, et ça libère aussi du cortisol, de la noradrénaline. Vous parliez de rituels tout à l'heure, vous avez observé Rafael Nadal. Qu'est-ce qui se passe quand on observe Rafael Nadal ? Alors lui, ce sont des rituels ou ce sont des tocs ? Alors, la frontière entre le rituel et le toc est pas évidente à définir. Nadal, il y a eu des montages de vidéos très amusants qui ont été faits il y a quelques années à Roland-Garros où les caméramans s'étaient amusés à voir ce qu'il fait à chaque fois juste avant de servir. Donc juste avant de servir, il prend sa raquette et puis alors il commence à
à se gratter l'oreille, à se gratter le nez, une oreille, l'autre oreille, le sourcil, et puis remonte son short dans l'arrêt des fesses, et puis fait taper la balle 3 fois, et puis il recommence à faire un petit geste sur son visage, son bandeau, et c'est toujours la même séquence. C'est millimétré. Donc, il a ce rituel là, qui est totalement invariable, juste avant de se préparer à servir. Et ce rituel-là, ça a été étudié, l'impact des rituels sur les performances des sportifs. Ça a été beaucoup étudié au basket, juste avant les lancers francs. Chaque joueur a aussi son rituel. Et on s'aperçoit que ça augmente les performances. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont soumis à une pression, à un stress, ce qu'on appelle le stress de performance, juste avant de servir. C'est très très important de réussir un super service. Donc il y a des joueurs qui sont hyper perfectionnistes, qui sont très stressés à ce moment-là. Et le rituel leur permet de canaliser ce stress. Donc justement de diminuer la libération des hormones du stress, parce qu'on sait justement grâce à l'imagerie cérébrale que ces rituels permettent d'apaiser le cortex singulaire. Ça crée une forme d'ordre, comme ça, de microcosme où les choses sont entièrement prévisibles. Le cortex singulaire veut prévoir. Donc, il recrée toujours la même séquence de petits gestes parce que cette séquence le rassure, ça fait tomber le stress et là, on peut lancer la balle. Comme ne pas marcher sur la ligne blanche, par exemple, du terrain. Enfin, il y a plein d'autres choses. Oui, aussi. Il s'assied sur sa chaise. On a constaté qu'il met toujours ses 2 bouteilles côte à côte. Il les ajuste. Enfin, tout est parfaitement millimétré. C'est une machine parfaitement réglée. Il a besoin que tout soit balisé. En quoi l'incertitude est-elle le contraire absolu du sens ? Alors l'incertitude, c'est ce qui fait souffrir notre cortex singulaire, parce que rappelons-nous que ce qu'il veut, lui, c'est pouvoir anticiper ce qui va arriver. Et quand vous êtes face à, par exemple, une situation totalement incontrôlable, j'en ai une si vous voulez en ce moment. Par exemple, voilà, on ne sait pas du tout quel choix il faut faire. Il y a des gens qui hésitent par rapport à la vaccination. Il y a des gens qui hésitent. Le coronavirus, finalement, au niveau de l'anticipation, c'est mort. Là, on est dans l'incertitude, une grande incertitude qui dure en plus. Je pense que c'est ça qui fait souffrir les cortex singulaires en ce moment. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se projeter. Et notre cerveau est fait pour se projeter. Il a survécu grâce à ça. Là, on doit apprendre à gérer un petit peu au jour le jour, donc c'est pas facile du tout. Et l'incertitude, c'est le contraire du sens, parce que quand vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir, votre existence devient une espèce de roulette russe. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement dérangeant, d'insécurisant. Et le sens, au contraire, suppose de savoir sur quel principe on base notre action maintenant, dans l'attente d'un certain résultat plus tard. C'est l'idée qu'il y a un fil continu dans notre existence. Et aujourd'hui, ce fil continu est très difficile à saisir. Vous prenez l'exemple, par exemple, dans le monde du travail. L'exemple sur lequel vous vous basez le plus, c'est celui de France Télécom il y a quelques années, ou Orange aujourd'hui, où finalement l'incertitude avait plongé les salariés dans une profonde dépression. Oui, il y a l'exemple de Robert Perrin, cet employé qui a fini par mettre fin à ses jours. Ça a eu un grand retentissement médiatique. C'était l'époque où il y avait énormément de dégâts humains dans l'entreprise publique des France Télécom, et qui donc, quelque part, correspondait un peu aux besoins du cortex singulaire, c'est-à-dire besoin de stabilité, de pouvoir se dire, peut-être que dans 2 ans, j'aurai encore mon emploi, donc je peux construire des choses au niveau familial, au niveau immobilier, faire des projets, construire mon existence. Et d'un seul coup, on passe à des rythmes de travail qui changent du jour au lendemain, une précarisation des postes et une politique qui, de l'aveu même des dirigeants, consistait à se dire il va falloir se séparer de beaucoup de gens. Et donc pour ça, on va les pousser à bout par un management par l'incertitude. Et c'est d'ailleurs ce que dénonçait Robert Perrin, c'est qu'il disait c'est plus possible. On ne sait plus demain si les horaires auront changé, si dans un mois on sera encore en poste. On nous met sans arrêt dans un monde mouvant où on ne peut plus se projeter dans l'avenir. Et là, c'est terrible pour le cerveau humain, avec cette libération d'hormones du stress en continu qui finit par donner du burn-out, de la dépression. Et on connaît la séquence burn-out, dépression et dans le cas ultime, le suicide. Donc il faut se méfier de tous les contextes socio-professionnels où on instaure le règne de l'incertitude. Et la concurrence généralisée, par exemple, dans la globalisation, fait qu'on est de moins en moins certain, par exemple, de pouvoir maintenir une entreprise en fonctionnement plus d'un certain nombre d'années quand la concurrence est globalisée, quand vous pouvez avoir un concurrent en Chine, en Italie, à Singapour, n'importe où, parce que c'est tout le monde contre tout le monde. Là, l'incertitude culmine et la souffrance pour le cerveau est maximale. Et comment est-ce que notre esprit humain réagit face au vide de sens ? Qu'est-ce qui se passe techniquement ? Alors, le réflexe du cortex singulaire, s'il n'arrive pas à trouver un sens à long terme, c'est-à-dire une capacité à savoir comment son existence va se déployer dans le long terme,
va chercher à retrouver du contrôle et de la certitude sur des échelles de temps plus courtes, ce qu'on appelle des micro-certitudes. C'est-à-dire que vous allez trouver des petites séquences dans votre vie de quelques minutes où vous avez l'impression de tout contrôler. Alors ça peut être simplement acheter des machines, des appareils électroménagers, des téléphones, parce que là, il suffit d'appuyer sur un bouton, on sait ce qui se passe. Ça peut être visionner des séries télé, puisque là, on sait, il y a le générique qui arrive. Ensuite, on reconnaît les mêmes visages, on reconnaît les mêmes codes. Et donc là, on recrée un petit monde concentré sur des petits espaces de temps où on sait ce qui va arriver. Et puis, il y a évidemment, malgré tout, toutes les addictions. Les addictions, puisque dans la séquence... Comportementale. Les troubles comportementaux, oui, et puis même les addictions à des substances. Le schéma mental du toxicomane, dépendant, c'est la succession du manque, sensation de manque, l'administration de la substance et la satisfaction. Donc c'est un enchaînement totalement prévisible. Et le toxicomane sait très bien que ça va se passer de cette façon. Et son cortex singulaire, à chaque fois, va ressentir le manque, donc faire une prédiction sur l'arrivée de la substance et de la satisfaction. C'est un moyen de recontrôler ce qu'il y a de plus intime en nous, nos ressentis. Donc ça, malgré tout, ça fait d'énormes dégâts, à tel point que, par exemple, on voit aujourd'hui que les drogues, mais même l'alcool, réduisent le fonctionnement du cortex singulaire et peuvent même le faire réduire de volume si vous en abusez trop longtemps. Il est où le cortex singulaire ? Alors, vous voyez un cerveau humain, c'est 2 hémisphères. Ouais. Qui se rejoignent, il y a un sillon entre les 2 hémisphères, et là au fond du sillon, comme au fond de la vallée, il y a le cortex singulaire, c'est un repli de l'écorce cérébrale qui est logé entre nos 2 hémisphères. Donc au fond, au centre ? Ouais. C'est ça ? D'accord. Un peu vers l'avant. Et ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que contrairement à ce qu'on pense, on ne peut pas remplacer le sens par le matérialisme. Ça, c'est faux comme raisonnement. Alors, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. C'est-à-dire que notre cerveau cherche avant tout à contrôler son environnement. C'est comme ça que l'être humain a survécu. On le voit aujourd'hui, la domotique, les caméras de recul, enfin ça va, tout est assisté aujourd'hui. Oui. Et toute la technologie, quelque part, est une sorte de palliatif au manque de sens. On se dit, on n'a plus de vision du monde partagé. Beaucoup de gens n'ont plus d'idéologie ou plus d'histoire des origines ou plus de religion. Et donc, comment est-ce qu'on trouve un sens à l'univers et à sa propre existence ? On n'y arrive plus. Et donc, on se jette dans des comportements de consommation qui nous donnent l'impression de retrouver des micro-sens, dans des petites séquences qu'on contrôle, ou simplement des décharges de plaisir pour oublier. Mais notre besoin de sens, qu'on voit grâce aux expériences d'imagerie cérébrale, par exemple, n'est pas comblé. Et ça, c'est quelque chose de critique aujourd'hui, parce que si on réfléchit bien à la situation où se trouve la planète, qui résulte de notre folie consumériste, ça a été finalement le résultat d'une promesse qu'a faite notre civilisation. Notre civilisation a dit à chacun, vous serez heureux si vous consommez, si vous avez du confort, si vous avez une voiture, si vous avez une maison, si vous avez un téléphone, c'est ça le bonheur. Bon. Alors, premièrement, maintenant, on se rend compte que c'est pas tenable, parce que ça épuise les ressources, puis ça va nous faire griller de réchauffement climatique. Et puis, deuxièmement, on se rend compte que ça apporte même pas le bonheur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, même en étant satisfaits sur un plan matériel, ne trouvent pas de cohérence interne, sont dans des crises existentielles, font des dépressions, vont consulter... Oui, on a beau tout avoir, enfin en tout cas sur le plan matériel, avoir tout et être très malheureux. Oui, il y a des gens qui changent complètement d'existence et de métier, qui à un moment se rendent compte qu'ils ne sont pas alignés, qu'ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Par exemple, qui sont à la tête d'entreprises qui polluent, ou qui produisent du plastique, des hydrocarbures, et qui voient tous les jours dans le journal ou aux informations le fait que ça détruit notre planète et que leurs enfants n'auront pas d'avenir. Et à ce moment-là, ils se retrouvent dans une situation de conflit interne. Ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire quand vos actes ne sont pas en accord avec vos valeurs ou avec votre conscience. Ça, c'est insupportable pour le cerveau humain. Et ça se télescope dans le cortex singulaire. C'est lui qui nous dit, attention, il y a un conflit interne. Votre existence n'a plus de sens parce que vos actes ne sont pas en accord avec vos valeurs. Et à ce moment-là, il faut changer. Et on ne peut pas vivre sans sens. Alors, c'est ça le truc. C'est que notre cerveau n'est pas fait pour vivre sans sens. Non, lui, il est programmé pour vivre avec du sens. Voilà. C'est comme ça qu'on a survécu pendant des millions d'années. On s'est imaginé qu'on pouvait faire sans grâce au matérialisme, mais fondamentalement, ça crée un mal-être. Et donc, la solution que trouve le cortex singulaire devant cette contradiction interne, c'est soit de se persuader qu'en fait, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, on entre dans le déni.
C'est typiquement la personne qui produit des bouteilles plastiques, qui se dit ça pollue l'environnement, et puis qui à un moment se dit mais non, en fait, on va trouver une solution technique. Greenwashing. Voilà. Simplement pour éteindre son cortex singulaire, pour qu'il n'y ait plus de dissonance cognitive. Soit on va vivre une dissonance cognitive profonde et se dire je peux pas continuer comme ça, il faut que je retrouve un alignement interne. Et là, c'est des personnes qui décident de tout changer, qui disent je laisse tomber mon métier qui me rapporte des millions et je vais m'engager dans des œuvres pour le climat ou des œuvres caritatives ou m'installer dans une ferme, faire pousser mes carottes. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus. C'est une recherche de sens aussi. Mmh. Donc, notre cerveau, quoi qu'il arrive, continue à réclamer sa dose de sens. Même si notre vie n'a plus de sens et qu'on essaye de combler avec des achats, enfin compulsifs d'ailleurs. C'est très important à dire. C'est-à-dire des week-ends Netflix, des livraisons de repas, enfin avec un choix infini de cuisine du monde qu'on peut faire venir à soi, ça ne change rien, ça ne donne pas un sens à sa vie. Tout ça, c'est une fuite en avant. Le cerveau humain, c'est un organe qui a évolué sur des échelles de temps qu'on a beaucoup de mal à imaginer, c'est des millions d'années, d'accord ? Des dizaines de milliers de siècles. Voilà. Donc c'était très très longue période de temps, et sur ces longues périodes de temps, c'est là que s'est constitué ce cortex singulaire, qui veut du sens. Bon. Et d'un seul coup, en gros à l'époque de la Renaissance, on commence à dire, mais non, il suffit de contrôler la nature pour avoir du confort et pour se nourrir comme on veut et pour voyager à l'autre bout du monde, et c'est ça qui nous rendra heureux. Donc à ce moment-là, le programme de la civilisation occidentale dit, le sens n'est plus important. Ça compte pas, on n'a pas besoin du sens pour être heureux. Donc on évacue le sens, on dit, terminer les religions, terminer les idéologies, terminer la réflexion philosophique même, on consomme. Très bien, il n'y a plus de sens. Mais le besoin de sens, lui, il a mis des millions d'années à se constituer et à se graver dans le marbre de notre cerveau. Donc, il est toujours là. Donc, notre malheur, le paradoxe de l'être humain aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est de vivre dans un monde qui n'a plus de sens, mais de conserver intimement chevillé à sa structure mentale le besoin de sens. Qu'est-ce qui se passe quand on observe le cerveau des croyants ? Alors, le cerveau des croyants, on fait les mêmes expériences que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on... Vous mettez par exemple une personne croyante dans un scanner pour mesurer l'activité de son cerveau, et vous placez cette personne dans des situations d'incertitude justement, où vous lui dites par exemple que le monde est plutôt livré au hasard, que l'existence n'a pas forcément une signification. Et là vous constatez que le cortex singulaire de cette personne, au lieu de s'allumer très vivement, comme chez une personne qui ne croit en aucune religion, va rester plutôt calme. Et ce qu'on interprète assez simplement par le fait que, pour une personne croyante, le fait d'être confronté à un monde changeant, à un monde incertain, c'est pas aussi déstabilisant parce qu'elle fait appel spontanément à ses schémas d'interprétation du monde, à sa croyance sur le fait que la création obéit à un ordre, qui a une entité divine qui a créé le monde, qui a des règles morales, qui a un au-delà, par exemple. Donc, il y a finalement un code qu'on peut observer dans notre vie quotidienne. Et si on observe ce code, on a une existence, peut-être même au-delà de notre existence terrestre. Donc, dans ce contexte-là, cette vision du monde, qui est très rassurante pour le cortex singulaire, permet de s'accommoder beaucoup mieux des situations d'incertitude. Mais est-ce qu'on le voit Est-ce que oui. les neuroscientifiques arrivent à le voir sur les imageries ? Oui, on voit le cortex singulaire qui reste au repos, qui reste calme, D'accord. qui évite de s'embraser et de libérer du cortisol, de la noradrénaline et les réactions de stress. Alors, on parle de la partie prévisionnelle des neurones du cortex singulaire, mais est-ce qu'ils lisent l'avenir, ces neurones ? Non, les neurones et les cortex singulaires ne sont pas des boules de cristal, c'est-à-dire qu'ils font des prédictions qui sont probabilistes. Oui. C'est-à-dire qu'ils se disent, compte tenu de ce que j'observe maintenant, je m'attends avec une certaine probabilité qu'il arrive ceci ou cela. Compte tenu du fait que j'ai travaillé 2 ans avec cette personne qui m'a l'air plutôt correcte dans ses pratiques, je sais que si on lance un projet ensemble, il y a de bonnes chances qu'il ne me fasse pas faux bond. Et là où c'est intéressant dans les religions, c'est... On va plus loin, c'est qu'on dit, compte tenu du fait que cette personne admet les mêmes principes que moi, les mêmes principes sacrés que moi, je sais qu'elle va respecter un certain nombre de règles. Donc, là encore, c'est diminuer l'incertitude. On a les valeurs. Et qu'est-ce qui se passe quand une prévision est erronée alors ? Est-ce que le cerveau est adapté pour gérer justement
la surprise. Oui, alors l'incertitude. il est très très adapté. C'est à ça que sert le cortex singulaire, c'est-à-dire que dès qu'une prévision est erronée, je reprends l'exemple du collègue. Pendant 2 ans, il n'y a eu aucun problème. Vous dites on va faire le projet ensemble, et puis paf, au dernier moment, il vous dit du mal dans votre dos auprès du patron et vous êtes éjecté du projet. Là, votre prévision est erronée. Et là, le cortex singulaire, alors il libère des flots de cortisol et de noradrénaline, gros signal d'alarme. Vous ne pouvez plus faire confiance à cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'à ce moment-là, cette partie de votre cerveau vous dit il faut refaire un nouveau schéma d'interprétation des relations professionnelles, par exemple, dans Mais votre boîte. de toutes les relations. Non, en l'occurrence, ça va être les relations avec cette personne et peut-être celles qui font partie de la situation donnée. Alors, si vraiment ça touche des choses très très profondes, ça peut être l'ensemble de votre vision du monde qui peut être modifié. On le voit chez des personnes qui subissent un trauma, par exemple, qui vivent un tremblement de terre, un attentat terroriste, n'importe quoi. On constate que toute leur vision du monde s'écroule. C'est-à-dire qu'ils croyaient vivre dans un monde et étaient protégés par un état de droit ou par un système de santé ou par des proches qui pouvaient être là en cas de besoin. Puis les proches meurent ou d'un seul coup, on n'a plus l'usage de ses jambes, n'importe quoi. Tout s'effondre. C'est-à-dire que toutes les prévisions que vous faisiez sur votre avenir en fonction de ce que vous croyez être l'état du monde, et on le voit très bien dans les entretiens avec ces personnes, tombent en 1000 morceaux. Et là, le cortex singulaire, il est très très mal, mais ce que montrent les études sur la résilience, c'est que les personnes qui s'en sortent sont des personnes qui arrivent à recréer un sens. C'est-à-dire qu'ils vont recréer une nouvelle vision de leur environnement, qui vont recréer un récit aussi de ce qui s'est passé, des projets concernant leur existence et ceux de leurs proches, mettre les choses en récit, recréer une continuité dans les événements et redonner sens à ce qui est arrivé. Et ça, c'est quelque chose qui revient toujours dans les entretiens quand les personnes se disent, par exemple, c'est vrai, il m'est arrivé cette catastrophe, mais ils découvrent, par exemple, qu'ils ont dû rester hospitalisés pendant un certain temps et qu'ils se sont mis, par exemple, à la peinture. Et ils se disent, j'ai découvert que j'ai ce talent. Et peut-être qu'il m'est arrivé ça parce que ça m'a permis de développer un talent que je n'avais pas avant. Alors, c'est une façon de se raccommoder, mais en fait, ils recréent une espèce de rationalité dans les choses. Et là, c'est le début du moment où la personne se relève. Alors Sébastien Boller, il y a énormément d'expériences dans votre livre, que ce soit sur les humains ou sur les animaux. Qu'est-ce qu'on appelle par exemple le dilemme du prisonnier ? Le dilemme du prisonnier, c'est vous savez, c'est la situation où moi j'aime bien toujours rapporter ça à ce que vit l'être humain au niveau de la planète. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'on devrait réduire des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est un peu toi d'abord. C'est-à-dire que la Chine dit les États-Unis polluent plus, les États-Unis disent la Chine doit baisser d'abord. On attend toujours que l'autre commence parce que qu'est-ce qui se passe ? Si vous commencez à ralentir votre économie pour le bien de l'environnement et que les autres continuent à turbiner avec du pétrole et du charbon, eux vont gagner des parts de marché, vos entreprises vont faire faillite, votre économie va s'écrouler, vous allez être perdant. Donc c'est quoi, c'est un jeu de dupes finalement ? C'est un jeu, oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est la méfiance réciproque. C'est un petit peu comme dans les westerns où il y a deux types, deux cow-boys qui se tiennent en joue et puis il y en a un qui dit lâche ton arme, l'autre dit toi d'abord. Donc ils peuvent rester là pendant des heures. Et là on a, au niveau des prévisions, on a intérêt à être bon. De ce qu'on vit actuellement. Non, mais oui. En cas de duel. En cas de duel. De savoir, est-ce qu'il va avoir les coronesses de tirer ou pas en fait. Ouais. Et ça, c'est toute la difficulté quand on ne connaît pas la personne. Et le dilemme du prisonnier, c'est bien souvent ce qu'on vit aujourd'hui parce qu'on ne sait pas si on peut faire confiance, que ce soit aux partenaires économiques, aux autres dirigeants, à nos collègues, aux concurrents, parce qu'on vit dans un monde de concurrence. Et la concurrence, c'est un peu l'inverse de la confiance. Il y a un autre jeu, celui de l'ultimatum. Il y a plein de jeux intéressants pour ceux qui aiment un petit peu les jeux de probabilité, tout ça, qui sont passionnés. Les neurones miroirs, est-ce que finalement on peut s'en servir pour manipuler les autres ? Ah oui, on peut se servir des neurones miroirs pour manipuler les autres. Les neurones miroirs, ils sont très très importants parce que ce sont eux qui font que nous sommes capables de comprendre à quoi pensent les autres et quelles émotions ils ressentent. Si vous voyez une personne heureuse, par exemple, le sourire sur son visage, va activer des neurones dans votre propre cerveau qu'on appelle les neurones miroirs et qui vous permettent d'habitude de sourire. Ces neurones qui font la même chose quand vous faites une action ou quand vous voyez cette action faite par quelqu'un d'autre. Donc si vous voyez quelqu'un sourire, ces neurones miroirs vous disent il est en train de sourire, ça veut dire qu'il ressent une émotion comme la joie. Donc soit vous êtes bien intentionné
et vous pouvez lui rendre son sourire, soit vous pouvez essayer de deviner pourquoi il sourit, qu'est-ce qui l'a rendu heureux, et essayer de le manipuler, par exemple en lui donnant un cadeau plus tard qui correspond à la cause de sa joie. Et c'est ce que font très bien les psychopathes. Les psychopathes, par exemple, arrivent très bien à deviner les ressentis d'autrui. Simplement, au lieu de l'utiliser avec une forme d'empathie, ils l'utilisent à leur propre avantage. Oui, c'est le contraire de l'empathie. Est-ce que c'est pas un peu simpliste de dire que finalement c'est la technologie qui a tué le sens, puisque la technologie, elle n'a pas que des mauvais côtés. Ah, est-ce que c'est la technologie qui a tué le sens Parce que nous avons délégué, en fait. Vous expliquez que avec la technologie, nous avons délégué beaucoup de choses qu'on faisait avant. Oui. Bon, aujourd'hui, la technologie, elle fait partie d'un marché, et donc tout le système de production d'outils technologiques, c'est un système qui est lié à la démocratisation en fait des appareils et qui fait que chacun est possesseur d'un parc technologique sur tous les appareils que vous avez à la maison ou moi. Et donc ces appareils aujourd'hui nous permettent de réaliser nos besoins personnels, là où autrefois, quand vous viviez dans un village ou dans un clan au Paléolithique, vous aviez besoin des autres pour obtenir quelque chose, parce que ça ne pouvait passer que par une action de groupe. Donc la technologie nous permet aujourd'hui de nous croire tout-puissants à l'échelon individuel, d'être une sorte de dieu solitaire. J'appelle ça les dieux solitaires, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir énorme sur notre environnement, à condition d'avoir un compte en banque, vous pouvez vous envoler à l'autre bout de la planète, vous êtes comme un dieu. Le Louis XIV ne pouvait pas faire ça, on ne se rend même pas compte du pouvoir. Et donc on se conçoit un peu comme tout-puissant, et donc on a beaucoup moins besoin des autres. Et moi je pense que le problème est venu historiquement d'un moment clé en fait dans l'histoire de nos civilisations. C'est qu'à la Renaissance, on a commencé à changer de référent, de sens. Autrefois, c'était le système géocentrique, la Terre était le centre de l'univers, le Soleil tournait autour, ça convenait très bien à la représentation religieuse. Et puis la science est arrivée avec Galilée, avec les télescopes, et on s'est rendu compte qu'en fait non, c'était pas Dieu qui faisait tourner les planètes, c'était juste la loi de la gravitation, qu'en fait c'était le Soleil qui était au centre, que nous on était une pauvre planète paumée dans le système solaire. Et donc c'est la science qui a servi de nouveau cadre d'interprétation du monde, et de nouveaux cadres de sens. Ça aurait été très bien si on était resté là. Mais le problème, c'est que la science a apporté tellement de pouvoir ensuite par les applications technologiques qu'on a recueilli les fruits de la technologie pour aujourd'hui les utiliser tous au quotidien sans même savoir quel est le fond scientifique derrière. Donc la compréhension des choses est passée complètement à la trappe. Aujourd'hui, vous avez des millions de personnes qui utilisent un smartphone sans même savoir ce que c'est qu'un semi-conducteur. Et moi-même, je ne saurais pas expliquer comment fonctionne cet appareil que j'utilise tous les jours. C'est Einstein qui disait déjà en 1950, je crois, qu'il avait très très peur du jour où notre pouvoir technologique dépasserait notre compréhension du fonctionnement des choses. C'est là qu'on a perdu le sens. C'est quand on a recueilli les applications, les retombées en termes de facilité pour les individus, sans même essayer de rester en phase avec le fonctionnement des choses et du monde, parce que c'est là aussi que se trouve le sens. Qu'il soit religieux ou qu'il soit scientifique, c'est toujours un problème de compréhension. Qu'est-ce que les cortex singulaires de Jeff Bezos, donc c'est le patron d'Amazon, de Bill Gates, le patron de Microsoft, et le patron de Bernard, et le cortex singulaire de Bernard Arnault, la plus grosse fortune de France, ont à nous apprendre, selon vous? Moi, je serais très, très intéressé pour les faire passer dans un scanner, pour voir leur cerveau, parce qu'il y a la question de l'hyper riche. C'est-à-dire que jusqu'à quel point on a besoin de gagner plus d'argent? Est-ce que c'est pour combler nos besoins, ceux de notre famille, manger tous les jours, garder une forme de modération, ou est-ce que c'est pour toujours plus? Et quand vous arrivez à ces niveaux de richesse, vous voyez bien que c'est même plus du tout une question de besoin de satisfaction de nos besoins fondamentaux. Non, c'est l'argent qui devient une fin en soi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours plus d'argent? Là, c'est très intéressant de voir ce que nous disent les neurosciences, parce que on s'aperçoit par exemple que le sens, le besoin de sens, de se trouver lié par des codes de vie en commun, par exemple, pour se sentir appartenir à une communauté, ça permet d'apaiser notre cortex singulaire, mais que quand on se trouve seul, à ce moment-là, on peut remplacer ce besoin d'appartenance et de sens par de l'argent. C'est-à-dire que plus vous gagnez de l'argent, plus vous pouvez supporter d'être seul. Et de ne pas vous poser de questions sur pourquoi vous agissez, et dans quel but, et quelle est l'utilité. C'est un peu ce que me disait mon supérieur dans la boutique, prends ce qu'il y a de plus cher, c'est bon, c'est une justification en soi.
Et ça fait des dégâts terribles. Parce que si on est obligé de remplacer le lien humain et l'interrogation sur notre place sur Terre par toujours plus d'argent, c'est une fuite sans fin. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est de leur demander quel est le sens de leur vie. Je pense je crois que certains se le posent. Moi, je trouve qu'il y a une pulsion chez certains hyper milliardaires que je trouve très marrante, c'est de créer des fondations dans tous les sens. Oui, mais c'est surtout pour gagner de l'argent. Oui, alors c'est pour faire de l'optimisation sur fiscale. Bill Gates, il y a eu un très bon livre qui expliquait finalement que oui, vous pouvez avoir des fondations humanitaires, mais qui sont aussi des cache-monnaies. Des cache-monnaies. Mais quelque part, je crois qu'à moins d'être dans la dissonance cognitive totale ou dans le déni total, ces gens aussi doivent se demander, mais finalement, à quoi bon ? Moi, il faudrait leur demander. Mais je pense qu'il y a un vide de sens terrible derrière. Leur cerveau nous le dirait si on pouvait le voir. Les neurosciences, tiens. Pari est pris, on vous met dans la machine. Bon, écoutez, vous avez compris, c'est passionnant, ça ouvre le débat. Sébastien Boller, donc votre nouveau best-seller vient de sortir. Où est le sens, les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation. Chez Robert Laffont, vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et regarder la vidéo de l'émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien, Merci Philippe, ce matin. un plaisir. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.